Voyons à présent l'expérience pilote de Damasio et collaborateurs. Celle supposée démontrer que le cerveau contrôle la conscience. Une quarantaine de sujets devront faire remonter un souvenir comportant successivement 4 types d'émotions: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Dès que le sujet éprouve l'émotion attachée au souvenir actualisé, il fait un geste de la main pour que l'expérimentateur visualise les aires du cerveau qui s'allument. Mais, et surtout, en parallèle, Damasio effectue une autre mesure: les réactions épidermiques des sujets avant l'actualisation des dites émotions. Damasio commente la première mesure. Je le cite: l'analyse des données confirme assez bien notre hypothèse. Toutes les aires sensibles au corps qui ont été examinées se caractériseraient par une structure d'activation et de désactivation significative en termes statistiques. Cela montrait que l'encartage des états du corps avait été nettement modifié pendant le processus correspondant au sentiment. Surtout, comme nous l'escomptions, ces structures d'activation et de désactivation différaient selon les émotions. Fin de citation. En clair, le cerveau des émotions de Damasio présente effectivement des aires spécifiques attachées à la couleur de l'émotion. Rappelons que le cerveau des émotions est le sous-titre de son livre Spinoza avait raison, mais avec comme thèse principale: la conscience émerge du cerveau. Or, l'expérience montre de manière certaine qu'il y a bien un lien causal entre la conscience et le cerveau, ce qui, par ailleurs, montre le processus psychosomatique fondé sur le concept de pensée biologique confirmé par les anges. En revanche, contrairement à la thèse centrale du livre, le cerveau s'allume après le signal volontaire du sujet. Il lève la main. Dès que nous pensons, le cerveau s'allume. Il s'allume même de manière spécifique selon le contenu de la pensée. Dans cette expérience, c'est donc la conscience qui contrôle le cerveau. Pour la suite de mon exposé, gardez à l'esprit qu'étrangement, il échappa à Damasio que la cause première de l'émotion du corps, joie, tristesse, peur ou colère, fut avant toute chose l'instruction donnée aux 40 sujets, c'est-à-dire un acte de volonté en conscience cherchant à actualiser l'un des 4 souvenirs. Si l'on voulait montrer un primat biologique sur la pensée, il n'aurait pas fallu demander au sujet de penser volontairement, et ce, avant même que le corps n'actualise les charges émotionnelles correspondantes. Mais dans ce cas, il n'y aurait pas eu d'expérience possible. On ne voit pas comment le corps aurait pu spontanément livrer des émotions sans avoir été lui-même stimulé auparavant par un événement quelconque extérieur à lui. On ne voit pas non plus comment un état physiologique du corps provoquerait subitement un sentiment de honte ou de timidité que nous allons étudier dans un moment. Ce qu'il importe de bien comprendre, s'agissant du rôle essentiel de l'âme quand le sujet reçoit l'instruction de Damasio, réside dans le fait que non seulement l'âme entend l'instruction, mais de plus elle prépare le corps d'avance, sachant que la conscience va dans quelques instants donner volontairement l'instruction de rechercher le souvenir émotionnel. Évidemment, je ne peux pas le prouver de manière expérimentale, c'est-à-dire que l'âme travaille de concert, dans l'unité, avec sa sœur jumelle, la conscience terrestre. C'est toute la difficulté de travailler sur la dimension spirituelle de l'homme. On ne peut pas la coincer dans un laboratoire. On ne peut qu'observer des manifestations indirectes qui appelleront nécessairement une interprétation. Cela dit, en première conclusion, il y a bien une causalité entre le vécu émotionnel et notre biologie.
Mieux encore, l'expérience de Damasio montre sans aucun doute que la conscience des sujets fut d'abord stimulée par l'instruction du chercheur. Puis, le cerveau s'est allumé. Mais je vais y revenir. Revenons à l'hypothèse de Damasio et à ses diverses définitions du sentiment, je le cite. Le sentiment, au sens pur et étroit du mot, est l'idée du corps qui est d'une certaine manière. Fin de citation. Autrement dit, parce que mon corps est triste, donc je suis triste. Spinoza considérait en effet que l'esprit, un attribut de Dieu, devient conscient de soi en partie à travers les idées issues des affections du corps. Mais Spinoza, s'agissant de son conatus, ou c'est-à-dire l'effort de persévérer dans son être, écrivit « Cet effort, quand on le rapporte à l'esprit seul, s'appelle volonté. » Nietzsche l'appelait volonté de puissance et Bergson l'élan vital. Mais quand on le rapporte à la fois à l'esprit et au corps, on le nomme appétit. Autrement dit, jamais Spinoza n'a prétendu que la conscience émergeait du cerveau, mais en revanche, que sa conscience d'elle-même dépendait, entre autres, des affections du corps. Alors j'apporte cette précision car il est un peu facile d'utiliser un argument d'autorité, ici Spinoza, pour asseoir une thèse qui n'a pas vraiment grand-chose à voir. Précisons également que Spinoza n'avait pas à sa disposition des milliers de témoignages issus des Euhémies. Damasio, oui. Or, dans les Euhémies, la conscience reste conscience d'elle-même, sans corps. Alors, je le cite à nouveau. Les sentiments sont des perceptions, c'est-à-dire les affections du corps. Et il me semble, précise-t-il, que leur soubassement se trouve dans les cartes corporelles du cerveau. Et de préciser, mon hypothèse exprimée sous la forme provisoire veut donc qu'un sentiment soit la perception d'un certain état du corps, ainsi que celle d'un certain mode de pensée et de pensée ayant certains thèmes. Il poursuit, le processus est tout sauf simple, il comporte ceci. Les états du corps qui sont l'essence du sentiment et lui confèrent un contenu distinct. Ici, le corps précède le sentiment. 2. Le mode altéré de pensée qui accompagne la perception de cet état du corps essentiel, c'est la pensée donc modifiée par l'état du corps. Et enfin 3, la forme de pensée qui va en termes de thème avec la sortie d'émotions ressenties. Fin de citation. En un mot, la pensée subit l'émotion, mais elle ne lui obéit pas, du moins pas toujours. Damasio va même jusqu'à suggérer qu'il suffirait d'avaler une molécule adéquate pour passer de la tristesse à la joie. Ce que peut produire un psychotrope ou certaines drogues, souvent illicites parce que dangereuses. Mais selon lui, le Valium en est un exemple typique car il est supposé supprimer, je le cite, l'aspect affectif de la douleur, mais laisse intacte la sensation de douleur elle-même. On pourrait dire alors qu'on ressent de la douleur, mais qu'on s'en moque. Fin de citation. Cependant, nul ne doute du trompe-l'œil thérapeutique d'un psychotrope. Certes, il endort le cerveau, la contrepartie biologique de l'émotion, mais il ne solutionne en rien la problématique psycho-émotionnelle qui se manifestera dès que le médicament aura cessé d'agir. Dès lors, il n'y avait plus qu'un pas pour affirmer que le corps fabrique la conscience. Damasio le confirmera dans son chapitre titré « Sur les origines de l'esprit », je le cite. Pour lors,
Il n'est pas déraisonnable d'imaginer que l'esprit naît du verbe naître, de la coopération de nombreuses régions du cerveau. Fin de citation. Ce sont donc pour lui les états du corps qui font naître la conscience. Même s'il reconnaît plus loin, je le cite, cette vision de l'esprit ne suffit pas à combler le fossé dans nos connaissances auxquelles je faisais allusion plus haut. Fin de citation. Bref, CQFD, le cerveau contrôle la conscience. Autrement dit, au cours de l'évolution, la matière se serait complexifiée en esprit conscient. L'esprit n'est qu'un mode d'expression de la matière. Thèse qui s'oppose radicalement à Spinoza. Dire que la matière organique pense par elle-même et contient ses propres mémoires, c'est quand même tordre les faits. Car nous sommes tous témoins de notre capacité à décider, cette capacité largement limitée selon les aléas de la vie. Certes, nous subissons la maladie, la perte de nos proches et toutes sortes de malheurs, mais nous sommes toujours capables de décider de la manière dont nous allons accueillir ou contrer ces événements. Et c'est cette manière-là de penser et décider qui va rejaillir sur nos cellules. Plus précisément, c'est ce que nous éprouvons face aux événements de la vie qui fera vibrer nos cellules, en positif ou en négatif. C'est du reste ce que montre son expérience. Une corrélation causale entre d'un côté ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, le souvenir actualisé par les sujets de l'expérience, et de l'autre, notre biologie, la vibration de nos cellules corporelles, les aires du cerveau qui s'allument. Un souvenir de joie ou un événement joyeux feront donc vibrer nos corps positivement, indépendamment de notre volonté. De même, une crise de colère engendrera le chaos émotionnel affectant notre cœur biologique et notre cerveau. Cette corrélation est capitale pour admettre que nos déviations de vie au niveau émotionnel engendrent nos perturbations pathologiques. La manière dont nous vivons nos bonheurs ou nos malheurs vibre dans tout notre corps. Mais la vraie question est la suivante. Qui active les souvenirs du sujet de Damasio? Je réponds, leur volonté. Revenons sur la dernière mesure de l'activité épidermique des sujets avant et pendant l'émotion éprouvée. Je cite. Mais notre étude a aussi donné des résultats inattendus et heureux. Nous avons placé sous monitoring continu les réponses physiologiques des sujets et nous avons pu remarquer que les changements intervenus dans la conductivité de leur peau précédaient toujours le signal indiquant qu'ils éprouvaient un sentiment. Ils lèvent la main. En d'autres termes, les moniteurs électriques ont enregistré sans équivoque l'activité sismique de l'émotion avant que le sujet remue leurs mains pour indiquer que leur expérience commençait. Bien que nous n'ayons pas prévu d'examiner cette question, l'expérience a confirmé que les états émotionnels surviennent avant et le sentiment après. Fin de citation. Or, que se passe-t-il en réalité observable dans cette mesure? En tout premier lieu, l'instruction générale. Vous allez faire remonter un souvenir triste. Dès cet instant, tout l'individu, âme, conscience et corps, sont mobilisés. En quelques millisecondes, le souvenir monte, l'événement mémorisé, un dîner avec sa belle-mère par exemple. Durant ces quelques millisecondes, tout le corps réagit. Et Damasio va pouvoir mesurer les réponses physiologiques bien avant le geste qui, lui, va exprimer extérieurement l'action volontaire du sujet, mais déjà présente intérieurement. En clair, première étape, activation intérieure et invisible, mais volontaire, de l'émotion en quelques millisecondes. C'est la mesure physiologique de la peau. Seconde étape, activation visible et volontaire
par le geste qui permet de constater l'activation de l'aire neuronale en question, laquelle s'est allumée quelques millisecondes avant le geste. Ce qui fondera sa thèse, du moins selon lui, que le cerveau décide avant la conscience. Or, ce qu'il ne veut pas voir réside dans le fait que le cerveau est déjà mobilisé lors de la première étape, donc avant le geste volontaire extérieur. Voilà ce qu'est un préjugé scientifique, c'est-à-dire toute la différence entre les résultats et leurs interprétations. Alors pour s'en convaincre, je vous propose une expérience de pensée sur la honte. Selon l'interprétation de Damasio, ce serait donc une zone du cerveau qui serait à l'origine du sang affluent au visage en cas de honte ou de timidité. La preuve, dit-il, les émotions surviennent avant les sentiments. Ce que personne ne doute d'ailleurs. Or de deux choses l'une. Dans le cas du sentiment de honte, soit la matière organique serait dotée par elle-même d'une morale sociale, soit la thèse de Damasio serait résolument inexacte. En effet, comment la matière organique pourrait-elle connaître et comprendre l'idée de honte ou de timidité? La honte ou la timidité est une idée sociale qui varie selon les époques, les sociétés, l'éducation reçue, mais aussi selon l'âge du sujet. De plus, qui dit informer après coup la conscience, dit transfert de connaissances, donc dans le cas de la honte, d'une pensée morale et sociale. La question cruciale est donc de définir l'origine de l'émotion corporelle qui nous fait rougir, hors conscience humaine, et ceci pour toute émotion. Je ne vois qu'une seule réponse possible, l'événement vécu, la scène sociale qui révèle le sentiment de honte. Dans l'expérience de Damasio, il s'agit du souvenir actualisé, lui-même mémorisé depuis la scène vécue jadis. Dans mon exemple, il s'agira d'une scène vécue nécessairement en public. Tenant des propos blessants ou incongrus, je sens après coup une onde de chaleur sur mes joues. Cette chaleur porte un signifiant et me laisse à penser a posteriori. En effet, je viens peut-être de dire une bêtise. L'origine de ce ressenti est donc le public, car sans public, point de honte possible. Avez-vous déjà rougi de honte ou de timidité devant votre miroir en lui racontant vos maladresses? Si je me moque de moi, mon corps ne rougit pas, car je n'en ai pas le pouvoir. Mon émotion biologique découle donc de mes propos incongrus, donc d'une pensée sociale, moralement intelligible. Le corps en soi n'a jamais honte d'être nu comme un verre face à un public. C'est une conscience morale qui porte un tel jugement. De même pour éprouver de la peur, même par réflexe, il faut bien la présence d'un événement dangereux. C'est donc toujours l'événement, c'est-à-dire notre vécu, passé ou présent, qui sera à l'origine de nos émotions. Par voie de conséquence, toutes nos réactions comportementales. Mais si c'est bien la conscience qui contrôle le cerveau, comment alors expliquer que nos corps rougissent de honte avant nous? Il faudrait admettre que nos corps soient eux-mêmes dotés d'une conscience sociale, intelligente et surtout morale. Or c'est bien le cas, dans mon modèle théorique, d'une psyché de l'homme dotée d'une seconde conscience jumelle, l'âme-cœur. Autrement dit, si nous acceptons à juste titre les résultats mesurés par Damasio, nous sommes face à un étrange paradoxe. D'un côté, il est indéniable que ce sont mes propos en public qui sont à l'origine de ma honte. Mais de l'autre, mon corps montre ma honte avant moi, puisqu'il me fait rougir quelques millisecondes avant ma prise de conscience. C'est ma rougeur qui m'indique la scène incongrue. Plus encore, je ne sais pas rougir volontairement. Pire encore,
Si mon corps me montre ma honte, il la montre aussi à mes interlocuteurs, ce que personne ne souhaite vivre. Donc, qui rougit de moi en moi? Qui comprend et m'avertit avant moi, avec intelligence et sensibilité, de ma sottise? C'est sans doute pourquoi, d'ailleurs, l'adage populaire affirme qu'il faudrait tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, histoire de laisser quelques millisecondes au sentiment juste de monter jusqu'à la conscience. Nous avons vu qu'il était donc incontestable que toute émotion psychobiologique découle d'un événement, d'un vécu, passé ou présent, éprouvé en termes de pensée émotionnelle. Et tout aussi universellement, nos corps vibrent systématiquement selon nos émotions. Mais, et c'est là le plus étrange, ils vibrent intelligemment, avant même que nous en ayons conscience. Première conclusion, toutes nos émotions font vibrer nos cellules avec discernement et indépendamment de notre volonté et de la conscience de la chose. C'est ainsi que nous croyons avoir pardonné un événement passé, alors qu'en réalité nous ne l'avons même pas accepté en dedans de nous. En effet, nous serions plus habiles si nous savions écouter notre âme via notre corps. Seconde conclusion, il faut bien en nous une conscience morale autre que la nôtre, capable d'agir par elle-même directement sur notre corps, si nous voulons comprendre comment nous rougissons de honte ou de timidité. Et ceci indépendamment de notre volonté. Pour moi, on l'aurait compris, il s'agit de l'âme, en tant que conscience morale, ou plus précisément de l'âme-cœur, qui nous indique via notre corps notre erreur avec une longueur d'avance. Et c'est ainsi que l'on peut également interpréter la mesure épidermique de Damasio, à condition d'admettre la présence d'une conscience jumelle à la nôtre. Une intelligence morale en nous, qui n'est pas la nôtre, gère, organise et déclenche nos émotions au niveau corporel, le cerveau, avant même d'en prendre conscience. C'est la seconde mesure de l'expérience de Damasio. Or, le siège des émotions, nous l'avons vu, est traditionnellement situé dans le cœur. On parle de valeur du cœur et non de valeur du cerveau. De plus, cette intelligence morale vit avant et avec nous nos émotions. En conclusion, selon vous, à quoi ou à qui attribuons-nous cette intelligence morale? Au corps, en tant que matière organique, ou à l'âme, en tant que substance esprit? Plus généralement, pourquoi l'évolution aurait-elle confié au cerveau le pouvoir de décision alors que nous sommes par ailleurs dotés d'une conscience fabuleuse, créatrice, artistique, technologique? Conscience qui ne servirait à rien d'autre qu'à nous informer de l'idée de nos corps? Selon toujours la même hypothèse matérialiste, c'est notre raison qui serait supposée maîtriser nos émotions, l'éternelle raison contre passion. Mais alors comment notre pensée rationnelle pourrait-elle s'opposer aux émotions tristes du corps alors que, selon l'hypothèse de Damasio, ce serait le même cerveau qui éprouve et qui décrète? On ne peut attribuer au même cerveau sa chose et son contraire en même temps. Voilà donc les deux thèses opposées, j'espère exposées au mieux. À vous, cher auditeur, d'approfondir, de délibérer et de décider à laquelle vous adhérez, sans oublier les conséquences politiques qu'elle révèle. Comment en effet, d'un côté ériger le pouvoir souverain d'un peuple, et de l'autre lui retirer aussitôt, d'après les dernières découvertes en neurobiologie? Vous me direz, les puissants de toujours n'ont pas attendu la neurobiologie pour soumettre les peuples, c'est vrai. Ce qui a changé, c'est le prétexte. Il y a 2 à 3 000 ans, c'était le péché originel. Puis ce fut la thèse de l'évolutionnisme avec le darwinisme social. Bon, aujourd'hui, c'est la science. Ça change rien. Bref, à ce stade, je vous propose une autre réflexion. Il est permis de se poser une question en rapport avec l'hypothèse de l'âme-cœur. Pourquoi un univers double? Pourquoi une loi double fonctionnant de manière symétriquement inverse?
Pourquoi une nature humaine paradoxale, capable du meilleur comme du pire? Réponse: par amour, pour l'amour. Car sans réelle altérité, point d'amour possible. Si Dieu avait créé un univers simple, avec des créatures simples, il les aurait regardées jouer à vivre, dans une totale innocence irresponsable, sans que chaque créature humaine ne puisse jamais pouvoir le rencontrer en conscience dans l'amour. Nous aurions été alors des clones de l'amour. Or, dans l'acte de création, Dieu a offert un authentique rendez-vous d'amour avec une créature capable de décider par elle-même d'aimer ou pas éternellement, et au sein d'un monde de réelle liberté. Car sans liberté, point d'altérité, point d'amour. Toujours par amour, Dieu aurait ôté sa volonté de l'univers matière, la seconde substance, fille, notre monde, afin que les hommes puissent vivre et s'aimer au sein d'un paradis terrestre. Pour ce faire, nous sommes tous différents et nous avons tous reçu un libre arbitre que nous utilisons à notre guise. Du coup, nous sommes aussi capables du pire. Alors Dieu a laissé sa loi de telle sorte que nous ne puissions jamais nous perdre totalement. C'est le Timsum chez les kabbalistes, ou le trône vide de l'ascension par le Christ. Une loi divine unique, mais qui se dédouble de manière symétriquement inversée dans chaque monde. L'acte de création est avant tout un acte d'amour qui appelle en retour de notre part un acte de foi en l'amour. C'est pourquoi toute âme, notre autre nous-mêmes, a pour mission universelle de rejoindre l'amour divin, d'honorer ce rendez-vous offert à chacun. Au final, amour, foi et liberté expriment trois facettes de la même réalité. Alors franchement, réduire l'amour à la rencontre aléatoire de nos hormones, comme nous l'avons vu avec Damasio dans le podcast précédent, ne semble pas honnête du point de vue intellectuel. Et comment s'y prendraient les hormones des homosexuels, ces invertis, comme les nommait Freud? Bref, pour le dire avec les mots d'Aurélien Barraud, soyons sérieux. En vue d'approfondir notre côté biologique, dans le prochain chapitre, nous allons aborder les trois fonctions principales du cerveau, bien sûr du point de vue d'une philosophie spirituelle. Là encore une fois, pardon pour mes bafouillages, et vraiment je vous remercie pour votre patience.